Une émission préparée et présentée par Jean-Jacques Foucault. Pour ce premier numéro du mois de décembre 2021, le Point littéraire vous dévoile deux textes ayant en commun une variable, le secret. Le premier livre est un roman, celui de Viviane Molu-Peyu, titre de son livre « Les choix de l'ombre », un ouvrage qui parle des choix difficiles à effectuer dans une famille et même en société. On parle de viol, de pratiques mystiques pour un enrichissement rapide, d'amour sincère, de rêves brisés et bien plus. En deuxième partie du programme, le livre de Jean-Clovis Wabo, avec pour titre « Le secret du bonheur conjugal », nous dévoile les ficelles à tirer pour une vie de mariée épanouie. L'auteur du haut d'innombrables années de mariage, donc chargé d'expérience, file de bons tuyaux afin de filer le parfait amour entre conjoints. L'ouvrage s'appuie sur le mariage entre Dieu et l'Église et les principes bibliques. Bienvenue. Pourquoi j'écris? Pour que la vie soit plus diverse. Pourquoi j'écris? Parce que c'est ce que je sais faire. Et parce qu'avec l'âge, de toute façon, les possibilités se raréfient. Quand j'ai écrit ce roman, j'écris tous les matins à partir de 7h30, 8h moins le quart, jusqu'à 9h30. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le Point littéraire, Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Les romanciers nous entraînent dans leur fiction, mais quelle est leur vie au quotidien? Ces acteurs contemporains nous livrent un témoignage de notre temps. Mais quels sont leurs sentiments? Pour sa 3e saison, le Point littéraire innove. C'est désormais jeudi à 21h sur Royal FM. Le Point littéraire, c'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le Point littéraire, jeudi à 21h sur Royal FM. Prenez le rendez-vous. Nouvelle saison inédite avec Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Nouvelle saison inédite, jeudi à 21h sur Royal FM. Le Point littéraire, la première de couverture. La première de couverture. Les choix de l'ombre. Sonia, qui peine à devenir maman, apprend avec effroi que son mari a violé sa sœur cadette Zelda. Dans le but d'accroître ses chances de devenir père, à défaut d'obtenir justice, l'épouse révoltée va sacrifier son bonheur pour protéger la mineure traumatisée. Elle va rompre notamment le contact avec l'ensemble de la famille et bien plus. Viviane Molu-Peyu. Viviane Molu-Peyu, justement, est l'auteur de cet ouvrage. Elle est diplômée de l'École normale supérieure de Yaoundé en série lettres classiques. Elle est actuellement inspecteur pédagogique des lettres arts et langues à la délégation régionale des enseignements secondaires du Centre
Les Choix de l'ombre, c'est son deuxième texte, un roman, après Poutre, le mouton noir d'Enjoya, paru aux éditions Afrique Avenir, dans la collection Voix de femmes, Voix d'Afrique. Le point littéraire, l'entretien. Viviane Molu-Peyou, bonsoir et bienvenue sur le point littéraire. Merci, bonsoir à vous, bonsoir chers auditeurs. Vous rapprochez un peu du micro. C'est un plaisir de vous recevoir ici à Royal FM. Alors, comment est-ce qu'on se sent après avoir proposé ou produit son deuxième ouvrage? Je dirais soulagé et surtout décidé à aller de l'avant. Il fallait absolument que cela sorte. La littérature, c'est une histoire d'amour, décidément. Tout à fait. Je dirais que c'est depuis le lycée, en fait. C'est vrai, j'ai dû arrêter à un moment donné pour me consacrer à autre chose. Oui. Mais c'est comme vous l'avez dit, une histoire d'amour qui date d'il y a très longtemps, depuis le lycée. Donc, mais j'écrivais à l'époque dans des cahiers, oui. Des cahiers de 200 pages et oui. Ces petits romans de lycéennes faisaient le tour du campus. Oui. Ça allait de classe en classe et mes camarades de classe aimaient bien. Donc, du fait, avec le temps, j'ai décidé de m'améliorer en fait. Oui. Oui. C'est vrai que vous nous avez fait savoir que vous faites partie de ces auteurs qui préfèrent écrire et garder à la maison sans toutefois prendre le courage de publier. Alors, qu'est-ce qui vous amène à vous décider finalement de vous lancer et de publier aussi bien un premier texte qu'un deuxième? Donc, il y a justement cette agressivité de plus en plus. On rencontre sur les réseaux sociaux particulièrement de l'agressivité. Donc, il ne se passe pas un jour sans qu'on rencontre une image de viol, sans qu'on rencontre une image, je ne sais pas moi, d'enlèvement, sans qu'on rencontre un témoignage poignant d'une femme qui a été tabassée, sans qu'on rencontre... donc, il y a tellement de dénonciations, de plus en plus. La violence est, je dirais, montante dans notre société. De fait, il fallait essayer d'attirer l'attention. Comment le faire? Je crois que le soldat, quel qu'il soit, ne peut utiliser que sa meilleure arme. Est-ce à dire que les femmes subissent énormément dans la société actuelle? Je dirais que oui. Sans détour, oui. Oui, parce que il y a trop de violence. Il ne se passe pas 24 heures sans qu'une femme soit violée à travers le monde. Oui. Même si on ne s'en tient pas aux sociétés africaines, je dis dans le monde, c'est connu. Ce sont des chiffres officiels. Oui. Donc, il ne se passe pas une minute sans qu'une femme soit violée dans le monde. Et quant aux violences conjugales, c'est en train de prendre une ampleur vraiment dramatique dans notre société. Parce que... Et c'est ce qui me révolte davantage, ce n'est pas seulement le fait que ce phénomène existe, celui justement de violence conjugale, mais c'est la négligence qu'il y a autour de cet art. Oui. Parce que on prend cela comme un fait banal. Oui. Le fait qu'une femme, votre voisin, vous entendez hurler dans la nuit, un monsieur qui tabasse sa femme et le lendemain, les voisins, tout le monde va qu'à ses occupations. Ouais. Parfois, le voisin peut même entendre hurler, mais il ne se gêne pas parce qu'il dit ils sont habitués à le faire. C'est une histoire c'est entre eux. Voilà, c'est entre eux, oui. Ils savent. Et d'aucuns en arrivent même à dire ceci... certaines femmes aiment bien ça. Oui. Il y a des femmes qui... Ce sont des arguments qui arrivent très souvent. On dit non, les femmes aiment bien, il y en a qui aiment bien se faire battre par leur mari, mais quand même, est-ce que c'est normal ou alors est-ce qu'il est concevable qu'une femme apprécie qu'on lui fasse du mal en permanence? C'est une question difficile à répondre.
Mais si elle m'était posée à moi personnellement, je dirais que à moins d'être sadomasochiste, je ne vois vraiment pas qui aimerait se faire tabasser pour se sentir aimé. Donc, je pense pas que Est-ce que Les Choix de l'ombre est un livre qui est dévoilement de l'ensemble des violences que peuvent notamment subir les femmes? On parle d'abord de viol. D'abord, l'acte en lui-même est problématique. Pire encore, quand le bourreau est connu, il s'agit du beau-frère, c'est-à-dire le mari de sa grande sœur. Il faut garder le silence. On ne peut pas le dire ouvertement. Et pire encore, lorsque c'est cautionné par un membre de la famille, le viol en lui-même. Peut-être il faudrait qu'on en parle. Et peut-être dans le livre, vous commencez à mener un combat qui devrait se poursuivre. Tout à fait. Pour en venir au premier volet de votre question, Les Choix de l'homme n'abordent pas seulement la question de viol. Bien sûr, d'entrée de jeu, le livre d'ailleurs, le prologue, on ouvre le livre pratiquement sur l'histoire du viol. Cependant, Les Choix de l'homme abordent d'autres thèmes. Et comme vous l'avez dit précédemment, quand nous étions à l'extérieur, tellement de rebondissements. Donc, on peut parler du veuvage qui est abordé. On peut voir la cupidité de certains parents qui aujourd'hui ne se cachent plus de vendre au plus offrant leurs enfants sans tenir compte de leurs sentiments à eux ou à elles, parce que autant les filles que les garçons sont parfois victimes de ce genre d'injustice. Il y a également le phénomène de la disparition des bébés dans les hôpitaux et dans les familles. Et pas seulement les bébés, il y a également les enfants. Parce que de plus en plus, ça fait partie de cette violence de la société dont je parlais. Cette violence que l'on rencontre de plus en plus. Vous rencontrez un enfant, 5 enfants disparus et aucune nouvelle, personne ne se bouge. La presse en parle, les médias en parlent peut-être 24 heures maximum et puis envoyé aux oubliettes. Et puis on passe à autre chose. Il y a un nouveau sujet qui fait la une et on semble oublier celui-là. Alors, il y a la question, vous avez parlé de plusieurs sujets, il y a la question de la stérilité. Lorsque, généralement, une femme ne peut pas mettre au monde un enfant, du moins après les premières années de mariage, on commence à se poser des questions. La belle famille harcèle cette dernière. Il faut absolument nous donner un petit-fils. Et pour le cas de l'histoire qui est présentée, c'est ce qui a engendré un certain nombre de rebondissements, un certain nombre de problèmes dans le couple. Fatiguée par les harcèlements de sa belle-mère, elle n'accouche pas certainement à cause de cet épuisement moral, à cause de ces mots, ces paroles qui sont échangées. Il y a plusieurs femmes aujourd'hui qui vivent ce même calvaire, on dit, quelques années après, elles mangent seulement la nourriture de notre fils et on ne voit rien. C'est très récurrent. C'est récurrent et beaucoup de ces femmes, la plupart de ces femmes vivent ces situations dans le silence. Elles ne parlent pas. Elles ne parlent pas. Elles ne parlent pas parce que elles se sentent, ce qui fait mal, c'est qu'elles se sentent coupables. Oui, elles éprouvent de la culpabilité face à la nature, parce que c'est pas de leur faute si elles n'enfantent pas, peut-être rapidement, ou alors si elles n'enfantent complètement pas. Mais moi, je me dis que c'est un phénomène, ça ne dépend pas de la femme. Je ne vois pas pourquoi une autre femme dirait à une autre, lancerait une injure à une autre, tu n'as pas d'enfant, qu'est-ce que tu attends pour nous donner un petit? C'est pas à la demande. On ne fait pas des bébés à la demande. C'est un don d'abord. Avoir un enfant est un don. Un enfant est un don du ciel. On ne peut pas demander, même celles qui sont, entre guillemets, fertiles, ne se lèvent pas du jour au lendemain et disent là, je vais me lancer. Et puis, en 5 minutes, elle tombe enceinte. Non, ça peut prendre du temps. Même si elle est fertile, elle peut aller parfois jusqu'à 2-3 mois avant de tomber enceinte. Donc, on doit pouvoir, pas accuser, qu'est-ce que je voulais dire? Peut-être interpeller les belles familles. Interpeller les belles familles, peut-être pas. Parce que pour moi, je pense que ce serait peine perdue. C'est plutôt les psychologues.
je constate que c'est un domaine qui n'est pas assez exploité chez nous. Il faut que la psychologie ou les psychologues puissent encadrer les femmes, les personnes maltraitées comme il se doit. Oui. Il faut peut-être aussi que les femmes, du moins les personnes victimes de violences, s'expriment, parlent ouvertement. Parce que si on regarde dans les choix de l'ombre, hein, on a une histoire tout à fait pathétique, une dame qui notamment n'arrive pas à avoir un enfant, du moins pas tout de suite. Il y a pratiquement comme une conspiration entre sa propre mère et son mari qui décide effectivement de chercher l'enfant avec la petite sœur, c'est-à-dire que le monsieur viole sa petite sœur. Des secrets comme celui-là sont dissimulés dans les familles, on n'en parle pas, on préfère garder l'omerta dessus. Comment est-ce qu'on procède lorsqu'on se retrouve face à ce type de situation? Faut-il en parler au risque de jeter l'opprobre sur la famille? Il faut faire un choix. Lequel alors? Toujours est-il qu'en parler serait engager une bataille. Dès l'instant où vous avez ouvert la bouche, sachez que vous mettez tout le monde à dos. Et par conséquent, vous êtes déjà dans une guerre où en général, vous vous retrouvez perdant ou perdante parce que la majorité l'emporte toujours. Mais je me dis, si 1, 2, 3, 4, 5, 100 femmes se lèvent et dénoncent, ça va faire en sorte que ces différentes violences-là régressent. Nous devons cesser de nous taire. Si une femme est peut-être battue par son mari et décide de dénoncer, une autre, la voisine peut trouver dans cet exemple le courage, elle peut puiser le courage de dénoncer également ce qu'elle vit. Par conséquent, ce que je proposerais aux femmes, c'est de cesser de se taire. Lorsque vous parlez, lorsque vous avez dénoncé, sachez que vous avez sauvé une autre personne. Vous avez donné le courage à une autre de franchir une nouvelle étape et d'éviter de vivre ce que vous avez vécu. Parce que on ne le redira jamais assez, beaucoup perdent déjà la vie dans ces différentes violences. Que ce soit violence physique, que ce soit violence morale. Le cas de Sonia, par exemple, elle se serait éteinte à petit feu à force de se morfondre dans son coin. À un moment donné, sa petite sœur est comme celle qui a été violée. C'est une force. Elle a décidé de parler. Elle a décidé de lever la tête. Donc, si elle ne l'avait pas fait, ça aurait été ça aurait pris une autre tournure. Effectivement. Voilà. Donc, le fait de dénoncer, le fait d'ouvrir la bouche, bien sûr, ça nous fait avoir des frottements avec des personnes autour de nous. Mais c'est un risque qu'il faut prendre. C'est un risque qu'il faut prendre. Alors, prendre. comment est-ce qu'une femme peut arriver à pardonner un mari qui jusqu'à violer sa petite sœur et avoir un enfant avec lui? Pardonner là, dans le sens du pardon, il y a le pardon, je dirais pardon chrétien. Vous pardonnez pour avancer. Parce que quoi qu'on dise, la rancune ou la rancœur est d'abord un frein pour vous-même. Lorsque vous pardonnez à quelqu'un qui vous a fait du mal, c'est pour vous permettre d'avancer. Libérer votre cœur. Libérer votre cœur. Donc, elle ne pardonne pas dans le sens où celui qui n'a pas encore lu l'œuvre se dit peut-être, bon, elle a pardonné et elle revient avec lui. Non, elle pardonne et elle lui dit également, toi, tu peux poursuivre ta voie, moi, je poursuis la mienne. Donc, mais ça ne veut pas dire que j'ai cautionné ce que tu as fait. Non. Nos familles sont également victimes de ce gros danger, la course vers l'enrichissement rapide. Alors, pour le cas de ce livre, ça s'achève peut-être bien pour ceux qui vont lire et découvrir, mais c'est pas toujours cette bonne fin-là. Les gens entrent dans des réunions, dans des tontines très compliquées et puis se retrouvent dans une situation où on ne peut plus faire machine arrière. Oui, tout à fait. C'est à un moment donné, lorsque j'écrivais, j'avais un peu peur d'aller dans ce sens-là parce que je me disais,
c'est un phénomène qui va un peu vers le paranormal. Oui. En fait, lorsqu'on voit la version brouillon même des choix de l'ombre, c'était un peu plus paranormal que ce qu'il y a là-dedans. Il y avait davantage des choses... Mais en relisant, je me suis dit non, c'est pas proche de la réalité. Comment expliquer à quelqu'un que vous entrez dans une tontine ou alors dans une société où vous êtes supposé travailler et vous vous retrouvez dans des histoires louches. Donc, il faut, pour qu'il y ait du réalisme, il fallait revenir et réécrire cette partie. Oui. Et ça a donné le cocktail que ça a donné. Vous avez dit. Alors, des ventes, des bébés, consommation de premiers-nés. Tout à fait. Et là, on retombe dans une réalité qui est propre à notre société et où, quel que soit l'endroit où on se trouve, si on se trouve au Japon, si on se trouve en Chine, si on se trouve, je sais pas moi, à Marseille, en France, on peut s'identifier à cette situation. Donc, l'aspect paranormal, il fallait vraiment être on l'a limité, voilà, pour pouvoir en parler. Donc, j'ai préféré rester dans la réalité. Alors, si l'objectif, lorsque vous avez décidé d'écrire particulièrement les choix de l'ombre, l'objectif visé, c'est quoi en fait? À plusieurs reprises déjà, cette question ou cette réponse va revient, parce que le contexte d'écriture des choix de l'ombre, c'est parti de du phénomène de viol grandissant. Une image après une émission télévisée, après un JT, journal télévisé, pardon, une petite fille violée par un membre de sa famille, et puis on annonce qu'il est en fuite. Il est en fuite, comment est-ce possible? Et plus jamais on a eu la suite de l'affaire. Donc, je me dis non, il faut faire quelque chose. Donc, initialement, les choix de l'ombre étaient pour dénoncer le phénomène de viol. Mais au fur et à mesure que j'avançais, d'autres thèmes que nous avons évoqués plus haut sont arrivés avec les péripéties qui ont suivi. Donc, voilà. Une grosse création, hein, c'est-à-dire qu'une imagination débordante de l'auteur qui s'est passé d'une chose à une autre avec une telle cohérence qui certainement étonnerait plus d'un. Alors, le livre, il est déjà disponible, c'est-à-dire qu'on peut le retrouver sur la place publique ou alors il faut encore attendre? Non, il est disponible, le livre est disponible. Actuellement distribué par le Grand Vide-Grenier au Cameroun. Vous pouvez avoir l'adresse, on appelle le lien. Il y a le lien via Facebook, le Grand Vide-Grenier. Elle distribue, c'est une page, donc je crois qu'ils sont chargés de la distribution des livres, c'est pas trop. Il y a le réseau d'Illicom pour les ventes en ligne à l'étranger. Le réseau d'Illicom distribue sur Amazon, sur les bibliothèques en France, en Allemagne, un peu partout. Mais au Cameroun, en dehors du Grand Vide-Grenier, parce que lorsque je dis Grand Vide-Grenier, c'est pas dire que ce sont pas des livres physiques. Donc, vous passez votre commande et vous êtes livré dans les 24 heures, 48 heures, dans les 10 régions du Cameroun. Donc, ceux qui passent la commande à Yaoundé, dans la journée, vous pouvez l'avoir, dans la même journée. Tous les publics sont concernés, élèves, tout le monde. Tout le monde. Et puis, vous pouvez, sans publicité, il y a Messa Presse, Dove, les supermarchés Carrefour Market qui ont également quelques exemplaires. De toutes les façons, ce qui est sûr, c'est qu'on trouvera même un moyen de contacter l'auteur, si possible, ou bien pourquoi pas. Ce qui est sûr, c'est que le choix de l'ombre, ce roman, ça fera forcément parler de lui. Je l'espère. S'il vous a marqué, j'espère bien que... oui, il faudra parler de lui, ça c'est évident. Alors, s'il fallait, vous êtes en face des potentiels lecteurs qui sont à la maison, pourquoi est-ce qu'il faut absolument avoir les choix de l'ombre comme livre, peut-être comme cadeau de la fête de Noël? Parce que les gens vont acheter les poupées et autres, peut-être on peut changer cette année et offrir des livres aussi bien aux enfants qu'aux grandes personnes. Alors, pourquoi est-ce qu'il faudrait lire cet ouvrage-là? Donc, si j'étais une personne, si je n'étais pas l'auteur et que je devais conseiller ce livre à quelqu'un, je dirais
il est riche parce qu'il aborde différents thèmes. Oui. Il est riche parce qu'il dénonce des faits qui sont propres à notre société. Il est riche parce qu'il donne de l'espoir à des femmes qui peuvent trouver réconfort après lecture de ce roman. Il est riche parce que à partir des choix faits par l'héroïne, on comprend que la vengeance n'a pas sa place dans notre société. On est plus grand lorsque on est humble, lorsqu'on est enclin ou encline à pardonner. Oui. Donc, c'est un roman qui est assez diversifié, assez ouvert. Voilà, hein. Il faut le reconnaître. Alors, c'est comment dire, le livre tel qu'il est, c'est une création, une chose vue, entendue, ou alors une simple création de l'auteur. Création de l'auteur, pure fiction. C'est de la pure fiction. Parce que les choix de l'ombre, initialement, moi, en engageant franchement l'écriture, je ne m'attendais pas à cela. Je ne m'attendais pas du tout à avoir ce beau mal à la fin. Ce produit final. Oui, ce qui fait que moi, à un moment donné, justement, je vais revenir à ce réalisme-là. J'ai posé la question à José Méli, qui figure parmi les personnages remerciés dans l'entame de ce roman. Je lui ai posé la question de savoir est-ce que il y a tellement de péripéties dedans que je me demande si c'est réaliste. Si il faut quand même que ce soit pas trop comment dire, j'arrive pas à trouver le terme. Ce soit trop agnérien peut-être. Hein. Oui. Donc elle m'a dit non, c'est cohérent. Si déjà c'est cohérent, c'est tout ce qu'on te demande. Donc je crois qu'il faut continuer sur la même lancée. Et puis vous voulez donner une orientation à un personnage, lui prend une autre voie. Donc, et pour finir, j'ai suivi mon instinct et ça a donné ce cocktail. En tout cas, le produit final est là. Tout le monde sait où il peut avoir justement le livre. S'il fallait dire un dernier mot, peut-être sur le contenu de l'ouvrage, un dernier mot pour la route. Ça dépend de vous. Je conseillerais les choix de l'ombre à tous ceux qui aiment, qui voudraient que la littérature africaine soit vue sous un autre angle à travers le monde. Qu'on ne soit pas ceux qui ouvriront les choix de l'ombre sauront que véritablement la littérature africaine est en marche. J'aime bien le dire sur ma page Facebook. Pour ceux qui voudraient avoir d'autres informations sur le roman, ma page Facebook porte mon nom, Viviane Molu-Payou, auteur. Donc vous tapez et vous aurez toutes les informations sur le livre. Donc lorsque vous êtes face à une page, lorsque vous ouvrez les choix de l'ombre, je crois que vous serez transporté. D'accord. En tout cas, on vous dit merci, Viviane Molu-Payou, d'être passée à la radio et certainement bonne continuation dans votre très fructueuse carrière qui arrive. D'accord. Merci infiniment pour l'invitation. Merci pour les compliments, Monsieur Jean-Jacques Foucault. Et je souhaite véritablement que vos souhaits, si vous permettez la redondance, se réalisent. Je les prends vraiment avec grand cœur. Le point littéraire, les classiques littéraires. Les classiques littéraires. Un instant dans le vent, roman d'André Brink, est le livre que nous vous invitons à lire ce soir comme classique littéraire. Roman d'amour, roman bibliographique. Il est publié en 1975. Bonsoir Annie-Lisette Ambassa. Bonsoir Jean-Jacques Foucault et bonsoir à vos nombreux auditeurs. L'expédition conduite par Erik Larsson à l'intérieur du continent sud-africain se termine par un désastre. Le guide se suicide, les porteurs s'enfuient, les deux blancs qu'il avait conçus meurent. Elisabeth Larsson reste seule survivante au milieu de l'immense Veld.
apparaît Adam, un esclave en fuite, qui a suivi le convoi de loin. Cette femme blanche, cet homme noir, que tout sépare, vont cheminer ensemble des mois durant